Bonjour, il est 11h30. Je vous propose de, de démarrer à l'heure. Ceux qui sont en train de se connecter nous rejoindront. Bonjour à tous. Je vous rappelle un petit peu le cadre du contexte de ces webinaires que nous avons décidé de lancer il y a maintenant 15 jours. Eh bien, l'idée, c'est de faire un cycle pendant à peu près 20 semaines sur lesquels tous les vendredis de 11h30 à midi, on va essayer de vous donner quelques clés puisque nous avons l'habitude de travailler sur le terrain et de trouver des clés, en effet, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et avec toute l'équipe, on s'est dit qu'on avait envie de partager maintenant, de partager ce qui ne fonctionne pas bien et de montrer en France les actions exemplaires qui peuvent exister sur le sujet de la RSE et de la santé environnementale au cœur des organisations. Donc aujourd'hui, on a en ligne des acteurs de plusieurs domaines qui sont connectés, qui peuvent être aussi bien du monde de la santé, de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration ou des collectivités. Donc je vais essayer de vous faire une présentation assez générique et non pas sectorielle sur ce que nous considérons être un état des lieux sur une dynamique RSE. Et on va essayer de vous donner en 20 minutes quelques clés et de vous montrer peut-être quelques étapes. L'idée, c'est de vous faire part de 6 étapes qui nous paraissent incontournables pour les avoir mises en œuvre déjà depuis quasiment une vingtaine d'années et quelques clés que nous avons découvertes au fur et à mesure. Je vous propose, à l'issue de cette présentation qui va durer environ 20 minutes, de prendre un temps de questions-réponses entre nous pour pouvoir vous éclairer si vous en avez besoin. Donc, la première étape de cette dynamique, c'est de comprendre pourquoi on se lance dans un programme RSE, parce qu'il y a plein de raisons de se lancer dans un programme RSE. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais vous citer les principales que nous rencontrons au quotidien sur le terrain. Tout d'abord, bien sûr, la réglementation. Elle est foisonnante. C'était l'objet du premier webinaire sur le sujet. Foisonnante avec des quantités de décrets, de textes, de plans. Donc, la réglementation est souvent un argument important pour se lancer dans cette dynamique. Bien sûr, c'est l'effet de la concurrence. Il est clair que dans un secteur, quand les concurrents qui sont sur le même axe de travail se lancent dans ces dynamiques, eh bien, ça oblige les acteurs à se lancer dans des stratégies RSE. Bien sûr, l'image de marque, puisque les citoyens, les organisations, les collectivités sont de plus en plus tentés maintenant par l'amélioration de l'image de marque au regard d'un engagement RSE. C'est la demande des parties prenantes, c'est celle qui émerge le plus. Et puis, un des arguments que l'on voit poindre de plus en plus maintenant, eh bien, la RSE, la santé environnementale, deviennent pour certaines organisations une véritable raison d'être. Donc, on le voit, il y a plusieurs raisons pour se lancer dans ces dynamiques-là. Ensuite, souvent, ce que l'on nous demande, c'est par où commencer. Alors, encore une fois, par expérience, soit on commence par un sujet, un seul, un sujet de prédilection, un acteur, un dirigeant ayant un sujet qui lui tient à cœur particulièrement parce qu'il a une compétence, une expertise, une histoire. C'est souvent comme ça que ça commence. Ça peut aussi souvent commencer par de la communication. Ça, c'est l'axe qui n'est pas forcément le meilleur à mon sens. Donc, je ne veux pas faire de jugement de valeur, mais communiquer sur des actions sans avoir forcément structuré les choses, ça peut s'avérer pas très positif à terme. Autre façon de le faire, et c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai vécu moi-même dans mes précédentes vies sur la RSE, eh bien, c'est de partir dans tous les sens, de manière pas forcément structurée pour mettre en place des quantités d'actions, sans savoir vraiment pourquoi, peut-être par conviction. Mais c'est la troisième façon de commencer une démarche. Et puis, il y a celle que l'on préconise aujourd'hui. C'est par une photographie de départ, c'est-à-dire ce qu'on appelle un état des lieux, un audit, un diagnostic, une auto-évaluation, permettant d'avoir à l'issue une démarche qui est particulièrement structurée. Alors, une des premières clés incontournables, ça va vous paraître évident, mais ça va mieux en le disant, eh bien, c'est l'engagement farouche de la direction. On s'aperçoit bien que quand on est dans des organisations, des collectivités, des entreprises qui n'ont pas un engagement farouche à la tête de l'organigramme, eh bien, ça ne marche pas. C'est la clé numéro 1, sans laquelle il n'y a pas de schéma possible au sein d'une organisation. L'étape à suivre, eh bien, c'est celle de l'auto-évaluation ou de l'audit externe. C'est ce qu'on appelle l'état des lieux, la photographie, qui permet d'avoir un scoring initial qui intègre plusieurs choses. D'une part, la réglementation, qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, est vraiment foisonnante sur ces sujets. Il en sort presque tous les mois. Plus les recommandations sectorielles. Chaque société savante, secteur, travaille ou reçoit des recommandations par rapport au métier. Et puis les plans nationaux qui sont plus transversaux. Je peux vous parler plus particulièrement du plan santé au travail ou du plan national santé-environnement. Chaque région a sa déclinaison régionale et chaque collectivité, chaque organisation peut avoir des aides, des soutiens
des indicateurs en fonction de la région, du bassin de population dans lequel on vit. Dans ces logiques d'auto-évaluation, il existe plusieurs, bien sûr, baromètres, mesures, indicateurs. Nous, on va vous en privilégier 2. On va vous montrer ce qu'on utilise au quotidien. Ce sont les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, ce qu'on appelle les ODD, c'est l'acronyme traditionnellement utilisé. L'avantage des ODD, c'est qu'ils sont appliqués dans 198 pays dans le monde, avec des indicateurs qui sont comparables. Donc, c'est une démarche qui peut être tout à fait adaptée à des organisations plutôt d'ordre européen ou international, parce que, quel que soit le pays dans lequel on est capable de se parler avec des indicateurs extrêmement précis. On peut bien sûr obtenir un scoring et un plan d'action grâce à cela. Et puis, il y a également la démarche THQSE que nous prônons avec l'organisme tiers certificateur Socotec, qui prend en considération les 4 piliers de la RSE, l'économique, le social, l'environnemental et le sociétal, dans lequel nous avons ajouté tous les indicateurs de santé environnementale pour faire en sorte que la santé soit au cœur des organisations. Donc, ce genre d'indicateur de départ, ce genre de photographie, vous permet 3 choses. D'une part, de mettre en lumière les actions exemplaires pour les diffuser aussi bien en interne qu'en externe, identifier les axes d'amélioration incontournables qu'il faut mettre en œuvre, et puis voir ce qui est largement perfectible dans l'organisation pour faire en sorte que l'on puisse travailler en équipe sur la totalité des axes de la RSE et de la santé environnementale. Donc l'objectif numéro 1 sur une telle dynamique, c'est de bien se lancer dans un état des lieux initial. Certains décident de le faire tout seuls. J'ai rencontré récemment des acteurs, notamment dans les services de médecine du travail, qui ont créé leurs propres indicateurs, leurs propres référentiels, leurs propres plans d'action. C'est parfait. L'idée majeure, numéro 1, pour embarquer l'ensemble des parties prenantes, c'est surtout de mettre en avant les actions exemplaires. Souvent, une organisation a peur d'être mal notée, mal jugée, a peur du regard extérieur sur ces sujets-là. Au contraire, il faut inverser la tendance. Un diagnostic initial ou une évaluation initiale permet de mettre en avant les actions exemplaires, de donner envie d'agir aux autres et de multiplier les bonnes pratiques. Ensuite, l'idée, bien sûr, c'est de valider les recommandations et de planifier en équipe. Ces étapes-là, pour nous, sont au départ d'une démarche absolument incontournable. Une autre clé que l'on a tendance à oublier, parce qu'on ne le sait pas forcément, c'est d'organiser, de mettre en œuvre une veille juridique et technique permanente. En clair, sur l'ensemble des thématiques de la RSE et de la santé environnementale, il existe des innovations assez incroyables et permanentes dans le monde entier. Et il existe aussi des réglementations qui sont transversales, c'est-à-dire que vous en avez aussi bien dans le code de l'environnement, dans le code de la construction, dans le code de la santé ou dans le code du travail. Donc cette veille est absolument majeure à mettre en œuvre dès le début, parce que si on ne le fait pas, bien évidemment, notre démarche n'est pas forcément à jour. Donc, planifier au départ d'une démarche comme celle-là, l'organisation interne d'une veille juridique et technique permanente ou de la sous-traiter fait partie des clés de la structure. La 4e étape, au regard de la photographie de départ de cet état des lieux, c'est la réalisation d'un plan d'action extrêmement précis, avec un programme, un rétro-planning, des indicateurs fiables, mesurables, duplicables, et des évaluations récurrentes qui peuvent être faites en interne. Il est clair que si on applique cette dynamique d'état des lieux initial, de veille et de plan d'action fabriqués en équipe, les résultats sont relativement rapides. On a l'habitude de dire que les premiers résultats arrivent entre 12 et 18 mois. Et la particularité, c'est que dans ces dynamiques, on peut avoir 2 types de démarches ou 2 types d'accompagnement. Ce peut être une démarche individuelle et ou collective. Alors là, je vais m'arrêter quelques secondes là-dessus parce que c'est très important. Une démarche individuelle sur la RSE, oui, c'est le point numéro 1, c'est-à-dire l'engagement farouche de la direction. Mais il s'avère que les solutions à mettre en œuvre sont souvent des solutions qui sont possibles si elles sont collectives. On le voit sur des quantités de sujets, que ce soit sur l'achat, par la massification des achats, que ce soit sur la revalorisation des matières résiduelles, que ce soit sur la qualité de vie au travail, que ce soit sur l'économie circulaire à l'échelle d'un territoire, les résultats sont d'autant plus importants que l'accompagnement ou la démarche est collective. C'est la dynamique naissante de ce qu'on appelle les territoires à mission ou encore les territoires de santé tels qu'on est en train d'essayer de les créer à l'échelle de l'Hérault ou de l'Occitanie. Donc, une dynamique peut être individuelle et collective.
Ensuite, une fois que la photo de départ a été mise en œuvre, le plan d'action, la programmation, la validation en équipe, on ne peut pas se passer d'une évaluation externe. Un regard extérieur, neutre, qui ne connaît pas forcément l'organisation et qui permet de délivrer soit des certifications, soit des labellisations. On verra pourquoi c'est nécessaire après. Alors, on aurait pu remplir l'écran de labels, de certifications, il y en a dans tous les sens, mais je vais vous parler de ceux que vous connaissez peut-être le mieux. C'est celui de l'agriculture biologique que tous les Français connaissent. Un qui est peut-être un peu moins connu, mais très important, c'est l'écolabel européen, qui est un des seuls labels en France qui garantit la qualité du contenant et du contenu d'un produit. Tout ce qui est bilan d'émissions de gaz à effet de serre, tout le monde connaît aussi cela maintenant, mais si on n'a pas une évaluation externe, une mesure et des indicateurs très précis, eh bien, il est difficile d'être dans une démarche qui soit une démarche d'amélioration continue. La 6e étape est celle qui est souvent loupée. C'est pour ça que je me suis permis de mettre du rouge. Elle est souvent loupée parce qu'on se trompe de vision stratégique. Souvent, on commence une action RSE par la mise en place d'un plan de communication. C'est très dangereux parce que si les actions ne sont pas mises en place et pas bien maîtrisées, eh bien, le résultat sera peut-être ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire de peindre en vert, mais sans que ce soit réellement fait. Mais on a trouvé pire, c'est ce qu'on appelle le green blushing, c'est-à-dire que nous sommes sur des sociétés qui ont fait des efforts très importants, qui sont matérialisés par des résultats, par des indicateurs, par une participation massive des collaborateurs et des parties prenantes. Mais si derrière, vous ne communiquez pas pour l'expliquer à vos différents clients et partenaires, eh bien, ça ne marche pas. En clair, je ne vais pas citer de marques, mais on a aujourd'hui en France des marques qui sont sur le greenwashing, des marques qui sont sur le green blushing, mais le résultat en clair est le même, c'est-à-dire que le consommateur, le client final, ne sait plus en réalité ce qu'il faut acheter, privilégier, ne sait pas forcément comment le mesurer parce qu'on est dans une communication qui est mal structurée. Donc, il est très important, à mon sens, de bâtir dans un plan RSE, dès le début, un programme de communication responsable qui permettra à terme de planifier une communication qui puisse être une communication qui soit très informative, entre guillemets, pour l'ensemble des parties prenantes. Alors, si je résume l'idée autour de rendre la RSE accessible avec un état des lieux pour démarrer, nous considérons qu'on doit tout d'abord réfléchir à pourquoi on se lance dans un programme RSE. Ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas forcément parce que cette définition-là est majeure au début, et notamment, je vous le rappelle, dans le cadre de la loi Pacte qui permet de faire émerger les sociétés à mission qui écrivent, définissent et partagent leurs raisons d'être. Donc, cette première question, elle est fondamentale pour aboutir à des résultats dans les 12 à 18 mois. La deuxième étape, c'est de savoir par où commencer, avec un audit, une évaluation, une auto-évaluation de démarrage pour fabriquer un plan d'action. La mise en œuvre d'un plan d'action extrêmement précis, co-construit avec les collaborateurs, avec des indicateurs et si possible des évaluations récurrentes. Tout ceci assorti d'une évaluation externe permettant d'obtenir une lisibilité par certificat, label ou notation quelle qu'elle soit. Enfin, par une communication externe qui soit particulièrement structurée. J'ai essayé d'aller rapidement sur cette présentation pour privilégier les échanges parce que je pense que sur ces périodes de webinaire, l'idée c'est l'échange, que les acteurs entre eux puissent partager aussi les bonnes pratiques. Donc, je vous engage à 2 choses dans le temps qui nous est imparti. On a un quart d'heure devant nous. C'est d'une part, ne pas hésiter à faire un retour sur vos propres stratégies, vos propres façons de le mettre en œuvre et votre propre vision de la mise en place de ces photographies de départ et peut-être de nous questionner pour savoir si vous avez besoin de faire valider peut-être des idées que vous aurez peut-être en tête. Donc, je sais qu'il est toujours difficile de se lancer sur la première question. Écoutez, je vous engage d'essayer de le faire, sinon, voyant dans la liste des acteurs qui maîtrisent bien les sujets, je saurai vous solliciter pour faire part de votre expérience sans hésiter. Je vous en prie, vous pouvez allumer vos micros et nous faire part de votre vision sur le sujet. Alors, pour éviter un grand blanc et un grand vide, pardon, mais Laurent Chatagnon qui a une belle expérience de mise en œuvre de stratégie RSE, d'indicateurs, d'état des lieux initiaux, de diagnostic. Je serais intéressé d'avoir votre point de vue. Bonjour tout le monde, bonjour à tous.
Moi, je partage totalement l'état des lieux qui vient de nous être présenté, avec surtout le fait de commencer par un sujet de prédilection. On en a tous dans nos établissements, dans nos structures. Un sujet surtout qui soit relativement parlant pour l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes internes tant qu'externes, pour qu'ils se rendent compte effectivement assez rapidement des effets positifs que l'on peut ressortir. Ensuite, la démarche structurée, moi je suis absolument pour faire un état des lieux, une cartographie déjà initiale pour pouvoir mettre en avant justement dans le plan de communication dont Olivier parlait, les actions qui aujourd'hui sont en cours dans nos établissements, dans nos structures, sans que l'on sache réellement qu'elles sont rattachées à un pilier du développement durable, à une démarche RSE et montrer en fait que se lancer dans une démarche RSE, ben, ce n'est pas une usine à gaz, c'est quelque chose de très facile, c'est quelque chose de très pensé, de très réfléchi et surtout quelque chose de très naturel. Voilà. Je ne sais pas si d'autres partagent. Merci de ce retour, Laurent. Bien sûr, n'importe qui peut prendre la parole. Moi, je reviens juste sur un terme que vous venez de citer, c'est-à-dire pas usine à gaz. En effet, ce n'est pas une usine à gaz dès lors qu'on a un état des lieux qui permet de programmer facilement les priorités. La difficulté souvent, et on le voit dans des organisations, quand on dit l'enfer est pavé de bonne volonté, c'est ça, c'est de partir tout azimut dans tous les sens, sans forcément partir d'un diagnostic initial avec des indicateurs de départ qui permettent après surtout de mesurer l'amélioration qui est importante pour toutes les démarches de labellisation. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce que quelqu'un veut nous faire part de sa vision, d'une interrogation ou d'éventuelles actions exemplaires mises en œuvre sur ces sujets-là? Alors, pour éviter de rester devant un grand blanc et permettre à des participants de réfléchir à d'éventuelles questions ou actions exemplaires, Marion, je vais me permettre, toi qui as l'habitude de faire des diagnostics, des audits, des évaluations, est-ce que tu peux nous faire ton retour d'acteur de terrain sur cette période que tu vis dans les établissements? Pour me présenter rapidement auprès des personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Marion Campion, je travaille à Primum depuis maintenant un peu plus de 4 ans et je réalise majoritairement effectivement des diagnostics sur site et du coup je participe à la réalisation des plans d'action avec les différents référents. Par rapport à tout ce qui a été cité, et pour avoir un petit peu un exemple de terrain, je rejoins tout à fait Olivier sur le fait que la principale chose à éviter, c'est comme tu disais, de partir tout azimut sur énormément d'actions à mettre en place. Je pense que ça dépend vraiment effectivement de la maturité de chaque établissement et de la structuration qu'il y a déjà en place. Pour des établissements qui débutent sur ces sujets, il vaut mieux partir sur un petit nombre d'actions, mais qui seront effectivement mises en place. Parce que ce qu'on rencontre souvent, c'est effectivement des groupes qui sont très, très motivés pendant qu'on détermine le plan d'action et qui ensuite sont confrontés un petit peu à la réalité de la vie sur les établissements. Avec, les personnes voient souvent les actions développement durable ou RSE à mettre en place comme finalement un travail supplémentaire à leur tâche quotidienne. Donc moi, ce que j'essaye de faire passer, et mes collègues également, c'est d'essayer d'intégrer au mieux les actions dans justement ce qu'ils ont à faire, parce qu'on peut distiller du développement durable et de la RSE dans des actions qui leur sont déjà dans des tâches ou des actions qui leur sont déjà confiées. Donc effectivement, l'étape de structurer le plan d'action est vraiment très importante. Il faut qu'il soit réaliste et faisable. Donc il vaut mieux partir sur
un petit nombre d'actions qu'on va présenter par la suite aux équipes, parce que c'est le deuxième point aussi qui est très important. Il faut effectivement un engagement farouche, je reprends tes termes, Olivier, de la direction, mais après, il faut aussi être capable d'amener l'ensemble des équipes sur ces sujets. Et si on est au départ un peu trop, qu'on voit un peu trop les choses en grand, on risque souvent de perdre les équipes et de finalement avoir pas forcément de soutien. Je pense que la mise en place d'une démarche RSE, doit vraiment concerner l'ensemble des acteurs, et donc ça commence effectivement par la direction, mais aussi l'ensemble des équipes. Je ne sais pas si j'ai donné un peu plus de détails, je ne veux pas non plus monopoliser trop la parole. J'espère que c'était suffisamment clair également. Oui, c'est très clair. D'insister sur le fait de mettre un petit nombre d'actions réalisables dès le début, et bien en effet, ça permet d'embarquer l'ensemble des acteurs plus facilement. C'est une évidence. Merci beaucoup, Marion. J'avais cru comprendre que Cédric voulait intervenir. Est-ce que je me trompe? En fait, non, c'était pour partager un retour d'expérience que l'on avait eu avec Marion sur le CHU de Nice, mais pas plus à rajouter. Très bien. Je pense, pardon, ce que tu voulais peut-être éventuellement dire, Cédric, c'est vrai que le CHU de Nice avait un niveau de maturité et de structuration assez important. Ils avaient déjà un comité de développement durable, ils avaient déjà intégré le développement durable dans à peu près toutes les commissions, les réunions qu'ils pouvaient organiser. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour eux en ayant un groupe déjà constitué et des personnes déjà définies un petit peu comme référents. C'est plus facile pour eux de prendre un plus grand nombre d'actions et de s'engager de façon un peu plus importante. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il faut avoir dès le départ des référents qui peuvent s'engager sur l'ensemble des actions, avoir un groupe ou des référents qui peuvent s'engager. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, questionner? Dans ce cas-là, je vais me permettre d'interpeller directement Raphaël. Raphaël, si vous m'entendez, je sais que vous réfléchissez actuellement à une stratégie, à la meilleure façon de prendre les choses. Est-ce que ce que vous avez entendu vous inspire? Est-ce que vous avez des idées sur le sujet? Surtout que vous êtes dans une organisation tout à fait spécifique. Alors oui, moi, je ne suis pas du tout dans le domaine hospitalier. Hein. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je travaille à la Caisse nationale d'allocation familiale. Donc pas du tout dans un établissement de santé, mais bon, mon épouse aussi, donc c'est pour ça que ça m'inspire quand même. Et puis donc j'ai juste demandé en tant qu'élu nouvellement CSE de créer une commission développement durable au sein de mon entreprise. Donc ce qui était accepté, mais bon, la première réunion s'est tenue au mois de mars. Et depuis, évidemment, avec notre crise sanitaire Covid, c'est assez compliqué. La réunion qui devait se tenir au mois de mai est reportée sine die pour le moment. Mais notre grosse interrogation, voilà, c'est surtout comment commencer pour mettre sur pied cette commission. Quoi faire? Parce qu'il y a déjà des gens qui s'occupent un peu de la RSE chez nous, mais je pense que nous avons effectivement besoin de faire un bilan dans un premier temps. Et puis, moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est effectivement le plan de communication, chose à laquelle je n'aurais pas pensé. C'est qu'il vaut mieux effectivement mettre déjà quelques petites actions sur pied avant d'en parler. Parce que c'est vrai que si on annonce des choses qu'on va faire, mais que pour une raison X ou Y, on sommes amenés à ne pas les faire, surtout en ce moment, ça peut être pire que tout, quoi. Donc effectivement, je n'avais pas pensé à ça et je vais garder ça dans un coin de ma tête. Parfait. Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je ne vois pas si Isabelle Amand est en ligne. Je sais qu'elle était inscrite. Isabelle, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonjour, super. Bonjour Olivier. Je m'appelle Elodie Agu. Hein, c'est juste parce que le compte Zoom a été créé à ce nom-là. C'est ma coordinatrice administrative. D'accord, super. Bien, bienvenue. Je suis très content de te retrouver, Isabelle. Toi, tu es dans un métier là au cœur de la santé. Oui. Est-ce que et en plus maintenant tu travailles en réseau, donc j'aimerais bien avoir un peu ton retour d'expérience et ta vision du sujet. Moi, ayant travaillé avec toi donc dans un établissement en Essonne, au niveau du réseau, on a décidé de mettre en place des actions au niveau de développement durable. Alors là, on est en train de suivre un certificat universitaire sur Marseille. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est mettre en place des actions à destination des professionnels, des actions de formation.
à destination des professionnels de santé, et l'animation aussi d'ateliers à destination des usagères et de leurs familles. Donc on est en plein dedans, là, on passe une partie du certificat universitaire en juin, la deuxième partie en septembre, puis à partir de là, on a commencé à réaliser un état des lieux, déjà au niveau des connaissances des professionnels de santé sur toute cette démarche de développement durable. Et moi, alors, je devais faire des entretiens en présentiel auprès des patientes en maternité, dans diverses maternités, que la crise du Covid a mis à mal, puisque voilà, interdiction d'entrer dans les établissements. Donc j'attends avec impatience l'autorisation pour pouvoir recommencer les entretiens. Parfait. Merci de ce témoignage, Isabelle. Avez-vous d'autres affirmations, interrogations? Pierre, je vais t'en poser une de questions. Alors, j'attends de voir s'il y en a d'autres, mais je vais t'interpeller. Si je peux me permettre, Olivier, pour Raphaël de la Caisse nationale d'assurance maladie, de location familiale, il existe au niveau des Hauts-de-France un club RSO des organismes d'assurance maladie. Ah, c'est intéressant ça. Voilà, dont je fais partie. Donc, via Olivier, on peut avoir nos coordonnées. On en discutera. Ah, bien volontiers. Super. Merci. Je vous connecterai tous les deux. Super. Autre affirmation, interrogation? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Olivier, il me semble qu'il y a une question dans le chat. Ah, pardon, je ne le vois pas le chat. Oui, tu peux la lire? Donc de Thomas SN qui demande « Ni sanitaire ni médico-social, je suis un représentant du monde associatif social et donc d'une structure d'une 50aine de salariés. Quelles sont les spécificités vis-à-vis de ces deux caractéristiques, sociale et taille modeste, bien loin d'un CHU type Nice ?» Alors, tout à fait. Merci de poser cette question. J'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que les référentiels relatifs à la RSE et la santé environnementale s'appliquent aussi bien à une TPE qu'à une collectivité, qu'à une grande organisation. Après, il y a des déclinaisons sectorielles. Mais sur un diagnostic initial, en clair, nous avons bâti, nous, des diagnostics initiaux. Ils sont basés sur les lois Grenelle 1 et 2, c'est-à-dire 250 décrets d'application, sur les certifications ISO 14001, ISO 26000, sur les plans nationaux santé-environnement et sur les objectifs de développement durable de l'ONU. En clair, ils s'appliquent à tous, chacun après ayant la possibilité de mettre en place un plan d'action avec ses moyens, bien évidemment. Dans une entreprise, une collectivité qui a 50 collaborateurs, ce ne sera pas le même plan d'action que dans un CHU qui peut en avoir 15 000. Mais le diagnostic initial est le même puisque la réglementation s'applique à tous. Ce que nous faisons la plupart du temps, en plus, ce sont des déclinaisons sectorielles. Si on prend l'exemple d'Isabelle Amand tout à l'heure qui parlait du monde des sages-femmes, eh bien, il y a une déclinaison sectorielle spécifique pour les maternités ou les crèches. Si vous êtes dans le monde du théâtre ou de l'événementiel, vous avez des questions spécifiques. Et si vous êtes dans le monde de l'hôtellerie et du tourisme, vous avez également d'autres types de questions. Mais à la base, un diagnostic, une photo de départ est identique quelle que soit la forme, la taille, la provenance ou le secteur. Pierre, je t'ai dit que je voulais te solliciter juste en un mot, parce qu'on va bientôt rendre l'antenne, entre guillemets. Ça peut être une belle conclusion. Pierre a développé des audits dans des pharmacies d'officine, donc c'est encore un autre univers, la pharmacie de ville. Il y en a beaucoup en France, il y en a 22 000. Et ces audits ont permis d'enclencher une démarche en France, dans un bon nombre de pharmacies, et jusqu'à même la réalisation de pharmacies qui ont été écolabellisées très récemment. Pierre, est-ce que tu veux nous en dire un mot de cette technique, démarche justement, qui répondra à la question précédente, c'est-à-dire d'appliquer un référentiel à une PME, puisque les pharmacies, ça peut compter de 5 salariés à 25, donc pour montrer justement l'adaptation de ces différents référentiels. Alors oui, alors la petite différence avec les autres organisations, c'est que les pharmacies, ce sont des très petites organisations. Et ce que j'ai pu constater, en fait, c'était que ce qui était essentiel, et tu l'as dit à un moment donné, c'est l'implication du dirigeant. En fait, c'est pas quelque chose qui peut être délégué. Dans les TPE, ça marche très bien parce qu'ils sont tous très soudés. Enfin, c'est des très petites équipes et du coup, ils arrivent à comment dire, à se déléguer un petit peu les questions et à mettre en place des actions un petit peu chacun à leur niveau. Et ça met en valeur un petit peu tous les membres de leurs équipes. Donc, ils suivaient le référentiel qu'on a développé. Et certains étaient plus dédiés au conseil, à la nutrition, à la santé, etc. Ils mettaient en place des services pour les riverains, pour leur propre clientèle.
Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites sur la qualité d'air intérieur, sur les champs électromagnétiques, donc beaucoup de préoccupations pour l'accueil des personnes, avec aussi une envie de faire un lien entre les établissements de santé entre eux sous forme de parcours de soins. C'est-à-dire ce qui était préconisé dans des maternités, il fallait qu'on puisse les retrouver dans des pharmacies. Et donc l'idée, c'était qu'ils se mettent en cohérence avec ce qui se fait dans le milieu de la santé. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question. Si. Se mettre en cohérence, écoute, ça va très bien. Si ces outils permettent de redonner du sens, de mettre en perspective et en cohérence, eh bien, je crois que si tout le monde s'appliquait ces quelques règles, on serait dans un système et dans une économie et dans un monde peut-être un peu plus viable, un peu plus soutenable et peut-être un peu plus agréable. Un grand merci, Pierre. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Je vais conclure ce webinaire en vous proposant de nous retrouver vendredi prochain à 11h30 où nous continuons ce cycle avec un thème des plus passionnants et vous recevrez bien évidemment les invitations par les voies de mail habituelles. Merci à tous de votre participation et prenez soin de vous pendant cette période qui est encore à prendre en considération en se protégeant et en respectant les gestes barrières. Merci à tous, bon week-end. Merci.